C'était une horreur. Les gens qui écrivaient et qui dénonçaient des gens comme... Les flics sont venus ramasser les enfants. Alors on a couru après pendant 2 jours. On les a trouvés une fois dans une cour d'école, après on les a trouvés dans une mairie, et puis après c'était en prison. Et on nous a dit, vous ne pouvez pas les reprendre, parce qu'on nous disait, mais laissez-les nous, vous voyez bien, ils ont personne là. Mais c'était des... Voilà, cette petite fille s'appelle Monique Segal. Mais il faut que nous vous disions qu'elle est juive. Et j'étais un petit peu ennuyée, parce qu'à un moment donné, il y en a un qui dit « Sarah !» Il y en avait une qui s'appelait Sarah, je me souviens très bien. Et comme il parlait avec moi, je crois qu'il n'a pas prêté attention, ou il n'a pas voulu faire attention. Le véritable enfer a commencé avec l'occupation de la zone libre, c'est-à-dire en 1943. Et à partir de là, on a vraiment vu qu'il fallait qu'on s'engage pour sauver les gens qui étaient persécutés par les Allemands. Un jour, on m'a dit, tu sais, si tu as des Juifs dans la maison, si tu as des copains, avertis-les qu'il y a quelque chose qui se trame. Mais c'est des agents. Ils ramassent tous les Israélites. Ils ramassent tous les Juifs. Enfin, à l'époque, on parlait comme ça, vulgaire. Ils ramassent tous les Juifs. Oh mon Dieu. Moi, mon sang a fait qu'un tour. Il y avait eu une rafle aussi sur le trottoir d'en face. Et ils leur ont dit, mais il faut absolument que vous quittiez. Il faut venir à la maison parce que vous allez vous faire embarquer. Alors nous avons monté un petit scénario, comme quoi, eh bien, elle irait soi-disant rejoindre son mari à Rivesaltes, soi-disant, car nous, on l'avait cachée dans une forêt, dans une bergerie. J'étais obligée de faire quelque chose pour eux. Quand la guerre est arrivée, et mon mari n'était pas tout à fait comme moi, alors nous avons fait ce que nous avons pu. Alors, pour en venir aux actions qui m'ont valu la médaille des Justes, quand j'étais au lycée à Lyon, en 1936-37, j'avais un camarade qui s'appelait Marcel David, qui était juif, et on était amis sans plus. Le combat était surtout occupé justement ça, à faire partir des gens pour les sauver de la rafle. Vous connaissez ces moments-là. Quand vous êtes adossé au mur, vous voulez agir, mais ça ne vous est pas possible. Non, parce que ça nous semblait avec mon mari, malheureusement il n'est pas là, il aurait été content d'avoir la médaille et tout quoi. Il aurait sûrement plus dit que moi. Non pas que je voulais m'en cacher, non, mais enfin, je vois pas l'utilité d'en parler tellement. Encore une fois, je veux le dire, je suis fière d'être une juste, voilà. Et j'espère qu'il n'y aura plus besoin d'avoir de juste jamais. C'était des situations toujours difficiles, dangereuses, mais il fallait vouloir affronter ça, sinon on n'aurait rien fait. On ne doit pas être vaniteux de ces choses. Ce sont des choses que l'humanité devrait faire et nous n'en serions pas où nous en sommes si souvent si nous faisions ce que notre conscience nous demande de faire. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'Hôtel de Ville de Paris. Et pour vous accueillir, j'appelle sur scène Madame Laurence Patrice, adjointe à la maire de Paris, chargée de la mémoire et du monde combattant, représentant ce soir Madame Anne Hidalgo. Bonsoir, Madame l'ambassadrice d'Israël en France, Votre Excellence, chère Yael German, Monsieur le Président du Comité français pour Yad Vashem, cher Pierre-François Veil, et permettez-moi de saluer, ce n'est peut-être pas protocolaire, mais à travers vous, toute votre équipe de Yad Vashem France pour beaucoup bénévoles, tellement investis au quotidien et qui ont bien évidemment préparé cette grande soirée. J'aurais un salut aussi tout particulier dans cette équipe pour Corinne Meloul, qui a œuvré des années
pour recueillir beaucoup de ces voix des Justes dans la France entière. Bien sûr, je salue Madame la directrice de France Culture, chère Sandrine Trainer, dont le rôle est essentiel dans la diffusion de ce projet. Je veux saluer aussi parmi nos invités, le président du consistoire central, cher Élie Korchia, également le président du CRIF, cher Jonathan Arfi. Je ne vois pas donc le rabbin Olivier Kaufmann qui représentait le grand rabbin de France, Monsieur Raphaël Chemouni, président du centre historique de Drancy, également tous ceux qui participeront aux échanges de la table ronde tout à l'heure, Denis Péchanski, Antoine Grande, Guillaume Erner, Samuel Lejoyeux. Et enfin, je salue la présence des élus, Pierre Laurent, sénateur de Paris, mes collègues aussi du Conseil de Paris et notamment ma collègue adjointe qui est là, Karen Tayeb, adjointe au patrimoine, également le maire du 20e arrondissement, les élus d'arrondissement ou du Conseil de Paris qui représentent justement la belle unité de ce Conseil autour de ce projet, car je tiens à le dire, le Conseil de Paris a voté à l'unanimité ma proposition de soutenir ce projet de la Voie des Justes. La liste, évidemment, serait très longue de citer aussi tous les représentants associatifs, les associations mémorielles que j'aperçois dans la salle. Je sais aussi qu'il y a la Fondation pour la mémoire de la Shoah est représentée ici à double titre. Chers amis, mesdames, messieurs, ainsi, oui, me revient l'honneur de vous accueillir au nom de la maire de Paris, dans cette maison commune des Parisiennes et des Parisiens. Anne Hidalgo vous prie par ma voix de bien vouloir l'excuser car elle rentre en ce moment même d'un grand déplacement lointain et ne peut nous rejoindre à temps. Cependant, je sais combien elle aurait été heureuse de vous voir ce soir, si nombreuses et nombreux à répondre à l'invitation de Yad Vashem France pour ce grand lancement des podcasts La Voix des Justes. Je laisserai bien entendu le président Pierre-François Weil vous présenter dans le détail l'esprit de cette réalisation. Pour autant, je tiens devant vous à saluer l'importance d'une démarche essentielle et j'ose dire modèle. À ce moment précis où chacun de nous, pour ma part à travers donc cette belle délégation mémoire que la maire m'a confiée, oui, toutes et tous, ici, je le sais, nous sommes à la fois soucieux et habités par l'enjeu de la transmission. Comment faire, à plus ou moins 80 ans de distance, pour que tant la mémoire de l'ignominie, de la terreur, de l'effroi que fut la Shoah, mais aussi celle des actes de solidarité, de courage, d'engagement, qui dans le même temps permirent de sauver des enfants juifs, des familles juives, et de sauver aussi d'ailleurs l'honneur de l'humanité. En effet, comment faire pour que ces mémoires conjuguées demeure véritablement vivante, accessible, signifiante, alors que les derniers témoins directs disparaissent. Sinon, en tentant de retenir leur voix, de garder précieux à nos oreilles les récits notamment de ces faits de bravoure extraordinaires de celles et ceux que nous appelons les justes. Eux qui ont entrepris, sans réfléchir, sans hésiter, et souvent sans même considérer la dimension héroïque de leurs gestes, de tendre la main, d'aider leurs voisins ou des inconnus, tous juifs, et menacés de mort par une haine organisée et implacable. C'est exactement cette belle démarche que vous avez entrepris, cher Pierre-François Weil, avec votre équipe. Faire entendre le récit des témoignages recueillis des Justes de France, tout en les mettant en dialogue, en résonance avec les témoignages de leurs descendants et ceux de personnes sauvées. Cela sous forme d'un podcast, ce médium accessible à toutes et tous, plébiscité par toutes les générations. Trouver tous les moyens pour que jamais ne s'installe le silence et l'oubli, c'est notre devoir et le défi que nous avons à relever ensemble dans les années qui s'ouvrent pour relier et que jamais ne se rompent les fils de cette transmission aux générations présentes et aux générations futures. Évoquer sans relâche l'indicible et garder trace, rappeler les parcours, les noms de toutes celles et ceux assassinés parce qu'on est juif, et puis aussi se souvenir que face à l'effroi,
des femmes et des hommes de toutes conditions sociales, des gens souvent ordinaires, sans engagement préalable, se sont levés pour agir dans le secret de leur vie et de leur conscience. Transmettre aux plus jeunes ces mémoires qui se font écho de la Shoah, de la mise à mort planifiée des Juifs d'Europe par les nazis et de la réaction courageuse d'individus pour s'y opposer, c'est transmettre à la fois la nécessité de lutter sans relâche contre l'antisémitisme et toute idéologie de haine, aussi bien que montrer l'espoir possible d'une humanité de pleine conscience, capable de lutter pour le bien commun. Et en cette période de clair-obscur où nous vivons, alors que l'obscur justement semble gagner du terrain, avec des extrémistes au pouvoir en Europe, d'autres ici même, de plus en plus nombreux parmi les assemblées élues, avec aussi les micros complaisamment tendus aux falsificateurs de l'histoire qui n'hésitent plus à réécrire le passé, il est essentiel de couvrir les voies de la haine et du déni par des voies de lumière. Celles des justes parmi les nations en font partie. Merci donc au comité français de Yad Vashem de les faire entendre, de les porter à l'oreille du plus grand nombre et de les faire résonner ici. Je vous remercie. J'invite à présent M. Pierre-François Veil, président du comité français pour Yad Vashem, à rejoindre le pupitre. Madame l'ambassadrice, Madame l'adjoint à la maire de Paris, Mesdames et Messieurs, j'ai promis d'être bref, parce que ce soir, ce n'est pas ma voix qui compte, c'est la voix des justes, celle que vous allez entendre, et par conséquent, ayant fait cette promesse, je salue encore simplement Madame le directeur général de France Culture, et pour le reste, je choisis de saluer et d'accueillir, chers amis, qui êtes venus si nombreux ce soir et que je remercie de votre présence. Madame le représentant de la maire de Paris, vous avez tout dit. Il s'agissait pour nous de trouver le moyen que ces voix qui se sont éteintes restent vivantes. Et aujourd'hui, la technologie le permet, et c'est comme cela que vous allez effectivement découvrir, que vous pouvez découvrir, je crois, depuis hier sur le site de Radio France, et que vous allez découvrir ce soir un extrait de ces voix qui dialoguent et qui sont présentées, contextualisées par des artistes que je remercie. Alors, cette prouesse, cette mémoire que nous faisons vivre, je voudrais remercier parce que nous leur sommes extrêmement redevables à un certain nombre de personnes. Vous l'avez cité, vous les avez citées, vous en avez cité certaines. D'abord, Madame Corinne Melloul, de notre comité. Qui, il y a une vingtaine d'années, avec le support déjà des équipes de Radio France, a parcouru une grande partie de notre pays pour recueillir ces voix. Pensez, aujourd'hui, nos archives, les archives de Yad Vashem, enfin du Comité français pour Yad Vashem, sont riches de plus de 150 heures de témoignages de justes parmi les nations, c'est-à-dire de gens honorés par le mémorial de Yad Vashem, celui même qui nous dit qu'il faut conserver un lieu et un nom pour toutes ces victimes disparues pendant la guerre, eh bien,
S'agissant des justes parmi les nations, nous conserverons en France, grâce à ce travail que vous avez réalisé, chère Corinne, et je vous remercie encore, nous conserverons pour toujours ces voix. Et nous les conserverons non seulement dans des archives, non seulement dans les documents que nous avons pu partager avec Yad Vashem, également avec le mémorial de la Shoah en France, mais nous pouvons aujourd'hui, grâce au soutien, j'allais dire, enthousiaste de Radio France, de France Culture, de Radio France, mais de France Culture, qui, à l'instant où nous les avons sollicités, à l'instant où nous les avons approchés pour leur parler de ce projet, ont, avec enthousiasme, accepté d'y participer et accepté de prendre sur leur site ces voix. Nous les avions enregistrées ensemble il y a, je le disais, près de 20 ans. Nous en avons fait, je vous dirai un instant dans quelles conditions et grâce à qui, des podcasts. Et France Culture et Madame la Directrice Générale, je tiens à vous en remercier tout particulièrement. Vous avez immédiatement accepté d'accueillir et de soutenir ce projet. Je vous en remercie, je vous en suis infiniment reconnaissante, et les équipes de Yad Vashem également. Alors il a fallu passer tout de même de ces enregistrements bruts, réalisés en 2002, en 2003, en 2004, à ce que sont aujourd'hui des podcasts. Et cela, nous le devons au talent de David Gordon, qui nous a apporté d'abord sa bonne humeur, son enthousiasme et sa compétence pour réaliser ces podcasts dont vous allez entendre un exemple, encore une fois, pour mettre en scène, pour faire vivre ces voix éteintes, mais qui, grâce à lui, qui, grâce à toute l'équipe du Comité français pour Yad Vashem, vont continuer de résonner, les contextualiser. Et pour cela, je remercie les artistes qui ont bien voulu nous prêter leur voix, parce que dans le monde dans lequel nous vivons, eh bien, pour faire rayonner, pour faire vivre, pour faire rayonner, pour faire diffuser, pour rendre plus populaire encore de tels projets, il fallait des voix d'artistes. Alors je crois que Madame Sophia Aram est dans la salle. Je veux la remercier, mais je veux remercier elle et tous les autres participants que nous avons contactés et qui chaque fois, avec enthousiasme, ont accepté, ont subi nos contraintes, sont venus dans nos locaux pour faire les enregistrements et pour mettre leur voix à disposition de celle des justes. Voilà, j'avais promis d'être bref. Une fois de plus, une fois de trop, j'ai été trop long. Je vous prie de m'en excuser. Mais encore une fois, merci de votre présence si nombreuse et merci à la mairie de Paris, comme toujours, de nous soutenir et de nous avoir accueillis ce soir. Je vous remercie. J'appelle à présent Madame Sandrine Trainer, directrice générale de France Culture. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup, Pierre-François Weil, les équipes du Comité français pour Yad Vashem qui sont venues jusqu'à nous, qui sont venues jusqu'à moi. Merci beaucoup, Madame la représentante de la maire de Paris et bonsoir à toutes et à tous. Je suis très émue d'être là ce soir. Je vous le dis, je suis très fière de diriger une antenne de service public. Je suis très fière d'appartenir à ce groupe de radio de service public qui a permis sur 20 ans
ce travail, fidélité et mémoire. Voilà des mots qui résonnent fort pour notre antenne et qui résonnent fort en mon esprit ce soir. Vous savez, les voix, c'est la radio. La radio, elle est là pour rompre le silence, rompre les silences, mais aussi accompagner les silences. Et face à des projets comme ceux-là, on ressent cette double tension, l'envie d'entendre des mots, le besoin d'entendre les voix, et puis le besoin de l'entendre dans le silence de chacun d'entre nous et d'accueillir ainsi ces voix. Et à ce titre, il n'a fait évidemment aucune question pour moi de répondre présente avec mon camarade Guillaume Erner, que vous allez retrouver dans un instant dans cette salle, et les équipes de France Culture qui s'occupent depuis hier, qui vont s'occuper dans les jours qui viennent de distribuer, de faire connaître au mieux ce podcast. Il y a plein de manières de concevoir la radio. La mienne, c'est précisément d'essayer toujours, à chaque fois qu'il est possible, d'être présente aux côtés de ces voix oubliées de l'histoire, d'être toujours du côté de la transmission, de la mémoire, de la pédagogie. Nous avons fait ça à plusieurs reprises ces dernières années. Nous avons accompagné un projet totalement fou du réalisateur William Carell, qui toute sa vie a compilé des extraits de souvenirs d'anonymes et qui, mis bout à bout, raconte sur 4 heures de radio l'histoire de la Shoah, du début jusqu'en 1945. Et puis il y a encore très peu de temps, nous avons enregistré un grand programme, peut-être vous avez suivi ça, autour des lettres de supplique. Vous savez qui étaient ces lettres qu'envoyaient généralement des Juifs, parfois leurs voisins, pour demander au commissariat aux affaires juives et au maréchal Pétain des nouvelles des leurs, et d'entendre la radio lire ces lettres qui datent de 1942-1943. Ça a été évidemment un grand moment, et on continue ici avec vous. J'entends qu'il y aurait 150 heures. Eh bien, écoutez, voilà, nous avons du travail devant nous, un travail qui me semble extrêmement important de mener. Donc, merci beaucoup de le mener, et nous serons toujours là, à vos côtés, pour lui donner tout son sens. Alors, merci beaucoup. Quiconque sauve une vie, sauve l'univers tout entier. Quiconque sauve une vie, sauve l'univers tout entier. Sauve l'univers tout entier. Quiconque sauve une vie, sauve l'univers tout entier. Je suis Joey Star. Et je vais vous raconter l'histoire de Charles Buxpan, sauvé par la famille Platte-Bouzeau. Je suis Claire Chazal et je vais vous raconter le destin hors du commun de la famille Launay et de la jeune Édith. En 1989, Denise Aquadiche-Paulin est reconnue juste parmi les nations par l'Institut Yad Vashem de Jérusalem. Alors, les justes parmi les nations sont des hommes et des femmes qui ont sauvé au péril de leur vie des personnes juives. C'est grâce à mon métier que j'ai été amenée un jour à enregistrer des témoignages d'enfants cachés. Et cette histoire m'a amenée à questionner la question des justes parmi les nations. Pour honorer une personne au rang de juste, il faut les témoignages des personnes juives sauvées. Mais en fait, dans un dossier, on ne demandait pas le témoignage du juste, de la personne qui avait sauvé. Et nous, c'est ce qui nous a frappé quand on regardait les dossiers il y a 20 ans, c'est qu'on voyait le côté de la personne sauvée, comment elle allait à l'école, si c'était un enfant, si c'était un adulte, comment il était caché dans une cave. Mais on n'avait pas l'autre penchant de l'histoire, c'est-à-dire le dessin croisé, comment le juste, lui, vivait cette période. À Beauvallon, on s'efforce de vivre normalement, en veillant à ne pas trop angoisser les enfants avec la guerre. En ces temps difficiles, Marguerite Soubeyran fait appel à la responsabilité de chacun, leur apprenant à ne pas divulguer à l'extérieur que des enfants juifs sont abrités à l'école. Le danger crée une solidarité sans faille entre tous les enfants. Comment raconter en fait ces histoires singulières de sauvetage ? De mon côté, je savais enregistrer, mais c'est une histoire qu'on ne peut pas faire seule. Et Corinne a impulsé ce travail avec le soutien
des directeurs des ateliers de création de Radio France, Hubert Thébault et Yves Laplume, qui ont été absolument formidables, et la présidence de Radio France de cette époque, nous avons eu les moyens de constituer le premier fonds d'archives sonores des Justes parmi les nations. Et on a retrouvé ces personnes qui vivaient la plupart dans les maisons ou dans les fermes où ils avaient sauvé des Juifs. Et on est allé à leur rencontre pour qu'ils témoignent, pour qu'ils nous racontent leur histoire. On avait des gens qui étaient paysans, on avait des gens qui étaient passeurs, on avait des gens qui étaient religieux, on avait des gens qui étaient complètement athées, on avait des gens qui étaient politisés, d'autres pas du tout. Et chaque fragment d'histoire, c'est un fragment de vie. C'est un fragment de survie dans l'horreur absolue. Et chaque fois, je crois, je peux parler que de moi là, mais à chaque fois, c'était en fait, en gros, la leçon la plus essentielle qui puisse exister, c'est qu'on peut dire non, qu'on peut changer le cours des choses. Il suffit juste de faire le bon geste au bon moment. On a enregistré plus de 70 justes, on a récolté plus de 150 heures d'enregistrement. Et de ces enregistrements, on a décidé quelques années plus tard, donc maintenant en 2022, de créer des podcasts avec la voix de ces justes qui ont disparu pour la plupart, et d'aller à la rencontre de leurs descendants pour montrer comment cette mémoire est transmise de génération en génération. La transmission, je pense que ça a été un moment très fort lors de la cérémonie pour l'attribution de la médaille des Justes parmi les nations. Je pense que ça a ravivé l'histoire. Déjà le fait que Charles et sa sœur Rachel aient voulu qu'il y ait cette reconnaissance. Donc maman et tati, nous allons beaucoup parler, ça les a énormément touchés. Je pense qu'à ce moment-là, ça a réveillé ou ravivé le souvenir. On en a énormément parlé de cette période de la guerre. Comment faire en sorte que ces podcasts soient entendus le plus largement et par la jeune génération? Aujourd'hui, il m'a semblé qu'il n'y avait pas 1000 moyens de le faire. Il fallait des personnes avec une aura, avec une personnalité. Je suis Lucie Lucas et je vais vous raconter l'histoire d'Hélène Duc. Célèbre comédienne de l'après-guerre, elle s'est également distinguée pendant la guerre en sauvant des Juifs qu'elle mettait à l'abri des persécutions, en trouvant des familles pour les cacher. Donc c'est pour nous une manière d'aller chercher ces audiences-là qui ne sont pas sensibilisées, qui ne viendraient pas écouter le podcast par elles-mêmes en fait. Puisqu'en fait, nous, notre but, c'est de donner la possibilité aux jeunes générations de pouvoir s'identifier à une personne aux valeurs républicaines. Quelqu'un qui a 15-16 ans peut s'identifier à cette personne qui avait 15-16 ans à l'époque et qui a quand même pris sur elle pour sauver une personne, voire des familles entières. C'est tout naturel de sauver la vie. Ma mère et moi avons empêché la grande catastrophe finale. Nous avons été parmi les soldats d'une armée silencieuse, mais qui savait qu'un jour ce serait terminé. Donc cette voix est importante, c'est pour ça qu'on a fait des podcasts. Et ensuite, associer la voix du descendant montre comment est transmise cette mémoire et comment cette mémoire dans cette famille permet de se dépasser et essayer toujours de faire le bien parce qu'on a notre aïeul qui a été juste parmi les nations. C'est vrai qu'on associe une personnalité, mais comme je disais tout à l'heure, la personnalité c'est le juste. Tous les justes nous ont dit, tous ceux qu'on a interviewés, non, moi j'ai rien fait, je n'ai fait que mon devoir. Et tous ont dit cette phrase. Et pourtant, nous, ce qu'on essaye de faire avec le comité et quand on remet des médailles, ce qui est écrit sur une médaille, c'est vraiment très important. Et en fait, ça résume tout. Qui sauve une vie, sauve l'humanité tout entière. Après ces mots, après ces images, j'ai donc l'honneur d'animer cette deuxième partie de soirée et j'en remercie le comité français pour Yad Vashem. Comme un seul challenge ne suffisait pas, le deuxième a été de convier comme premier intervenant un des plus grands journalistes radio et animateur d'une des principales matinales françaises. J'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Erner, docteur en sociologie, journaliste et producteur des matins de France Culture. J'invite aussi Antoine Grande, historien, directeur du musée départemental de la Résistance et de la déportation à Toulouse. J'appelle également Monsieur Denis Péchanski, historien et directeur de recherche du CNRS, au CNRS. Et enfin, Samuel Lejoyeux, président de l'Union des étudiants juifs de France.
comme me l'a dit Guillaume Erner en préparant ce temps, nous allons essayer de vous poser les questions que vous vous posez. Je vous donnerai le micro en premier, Guillaume, pour vous demander peut-être pourquoi il est important aujourd'hui de contextualiser la Shoah, l'action des Justes plus précisément, et en quoi, selon vous, vous l'avez dit aussi ce matin, les Justes témoignent-ils de l'exceptionnalité du bien? Oui, lorsque Pierre-François et David nous ont sollicité avec Sandrine, effectivement, on s'est dit que c'était le rôle du service public de le faire et le rôle du service public de le faire d'une manière qui soit historique et qui puisse effectivement permettre de contextualiser la Shoah. Alors je le dis devant Denis qui le dira mieux que moi. Juste un sondage qui avait été fait aux États-Unis et qui m'avait frappé. 85% des Américains dans les années 90 savaient ce qu'était la Shoah. 35% la situaient durant la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est un chiffre qui m'a beaucoup fait réfléchir parce que ça veut dire que le rapport à la Shoah, il est de plus en plus métaphorique et de moins en moins incarné. Et si on a un rapport à cet événement qui ne s'inscrit plus dans l'histoire, alors ça signifie qu'on a loupé une partie du travail de transmission. Ça signifie aussi que la question de la Shoah devient quelque chose de beaucoup plus virtuel, de beaucoup plus abstrait. Et le fait d'entendre la voix de ces Justes, c'est aussi quelque chose de très important pour moi, parce que effectivement, parmi les formules qui se sont galvaudées, il y a la notion de banalité du mal. C'est une notion qu'on emploie à tort et à travers, qu'on emploie également dans le domaine politique ou lorsqu'il s'agit d'évoquer des scènes d'atrocité comme par exemple la Syrie. Et je crois que ce terme qui est devenu un slogan complètement creux est un terme qui ne désigne pas du tout les faits d'atrocité qu'il est censé décrire, tout simplement parce que le mal, statistiquement, heureusement, n'est pas banal. Le mal, ontologiquement, qu'on soit croyant ou pas, n'est pas non plus une banalité. Et donc, il faut s'attacher à le déconstruire. Et le déconstruire au profit de quoi? Eh bien, au profit, effectivement, de la question mystérieuse qu'est le bien, qui, malheureusement, durant la Seconde Guerre mondiale, n'a pas été une attitude massive, mais qui pose problème parce qu'elle permet, effectivement, de voir là où l'humanité a survécu. Et sociologiquement, il y a peu d'études qui ont été consacrées aux Justes, il y en a quelques-unes, mais je trouve que c'est un travail qui a été trop peu exploré et qui mériterait de l'être beaucoup plus. Je pense qu'il y a des chercheurs qui travaillent dans ce domaine, mais on les entend trop peu, et ce serait quelque chose de très intéressant de comprendre pas seulement les ressorts psychologiques, mais les ressorts aussi sociologiques qui ont incité ces individus à agir comme ils ont agi. On se rendrait probablement compte que finalement, la question, c'est moins une question d'identité qu'une question d'expérience. Qu'est-ce que ça veut dire finalement être protestant? Qu'est-ce que ça veut dire se sentir communiste à l'époque? Qu'est-ce que ça veut dire aussi, puisque c'est quelque chose qui peut se prolonger, par exemple, dans l'identité juive ou dans l'expérience juive? Qu'est-ce que ça veut dire avoir une fidélité par rapport à la mémoire de la Shoah, et dans quelle mesure eh bien, cela peut guider nos actes? Merci. Merci beaucoup. Peut-être pour rebondir, Antoine Grande. Aujourd'hui, les témoins disparaissent et les Justes ont quasiment disparu. Je sais que vous êtes nombreux à être descendants de Justes dans cette salle. Est-ce qu'on peut dire, Antoine, que d'une certaine manière, les Justes sont rentrés dans l'histoire avec un grand H et ont passé cette période de mémoire? Et comment on peut encore faire la distinction entre mémoire et histoire? Alors je ne sais pas ce qu'est l'histoire avec un grand H. Ce que je sais, c'est que les Justes ont fait l'histoire. Ils ont été des acteurs de ce passé. Ils ont été des héros de cette Seconde Guerre mondiale. Ils ont été des héros dans leur extraordinaire diversité. Je pense qu'il y a aussi ce facteur-là autour des Justes qui est encore un facteur extraordinaire d'universalisme, parce que moi, il y a quand même quelque chose autour de la notion de juste qui me tient fortement à cœur et qui nous tient... Alors là, je vais parler de la Haute-Garonne, parce que la Haute-Garonne, vous savez,
la Haute-Garonne provoque un émoi. Vous êtes en Haute-Garonne, au cœur d'un territoire où vous avez à la fois ce que le régime de Vichy a mis en place de terrible. Vous êtes au cœur des camps d'internement, vous êtes au cœur du début de la Shoah pour une grande partie des Juifs de France, et en tout cas pour ceux qui, dans la zone sud, ont été conduits dans tous ces camps. Et à côté de ça, vous êtes aussi dans une terre de juste. Donc je rejoins exactement ce qui était dit, c'est-à-dire cette notion de banalité du mal, elle vient cacher peut-être ce qu'il y a d'extraordinaire dans la lumière du bien. Donc en fait les justes sont dans l'histoire. Ils sont dans l'histoire parce qu'ils ont été les acteurs, et ils sont dans des histoires, parce que vous n'avez pas une histoire, un récit commun pour l'ensemble des justes. La question des motivations individuelles, éthiques, la prise de conscience qui fait que l'on va aller sauver celui qui n'est pas soi, dans le très ancien et antique sens de l'altérité, c'est-à-dire sont justes ceux qui ne sont pas juifs. Et il y a là un élément aussi extrêmement important. On se sauve soi-même en sauvant celui qui est persécuté pour ce que je ne suis pas. Donc, est-ce qu'ils sont rentrés dans l'histoire avec un grand H? Naturellement, nous viennent à l'esprit immédiatement des dates. C'est l'entrée au Panthéon, c'est le mur des noms au mémorial de la Shoah, c'est l'ensemble de ces travaux, et ces podcasts sont un nouveau jalon dans cette histoire-là. Mais en réalité, à ce moment-là, ce n'est pas l'entrée dans l'histoire avec un grand H, c'est l'entrée dans un patrimoine mémoriel, commémoratif commun. À l'heure de la disparition des témoins, à l'heure de la disparition des justes, la vraie question pour moi, elle n'est pas tant une bascule de l'histoire à la mémoire, mais pour reprendre les mots de Laurence Patrice lorsqu'elle a lancé cette soirée, comment est-ce que on continue à incarner et matérialiser? La voix est une des manières qui va incarner et matérialiser, mais il y en a d'autres. Merci. Est-ce qu'on entend dans la salle, au fond? Ouais, très bien. Bon, tout va bien. Merci beaucoup, Denis Péchanski. Vous travaillez actuellement sur un vaste projet de recherche sur le 13 novembre 2015. Vous interrogez 1000 personnes de 4 cercles différents sur 10 ans pour connaître les répercussions sur la mémoire collective du 13 novembre. Ma question, est-ce que cette idée vous est venue de l'absence finalement de telles données après la Shoah, et est-ce que les justes parmi les nations font partie d'une mémoire collective ou sont uniquement dans une mémoire individuelle, intrafamiliale? J'ai combien d'heures là? Bien. Non, parce que 4, bon, ça devrait aller. Non, parce qu'il y a beaucoup de questions en une seule. La première, c'est tout simplement que la question de la mémoire, bon, je la suis vraiment posée, même si ça a accompagné tous mes travaux sur la Deuxième Guerre mondiale. Bon, bien entendu. Et que, ayant fait travail sur la France des camps, j'ai été conduit à réfléchir à la mémoire des camps. Et à la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, à la mémoire de Vichy. Mais à un moment donné, effectivement, à la fin des années 2000, j'ai souhaité comprendre l'articulation entre mémoire individuelle et mémoire collective, ce qui m'a conduit à évidemment travailler aussi dans une approche pluridisciplinaire, avec des disciplines avec lesquelles on n'a jamais l'habitude de travailler quand on est historien ou sociologue, c'est-à-dire des neuroscientifiques, des cognitivistes. Enfin bon, voilà. Mais je dirais l'essentiel pour répondre à votre question est ailleurs. C'est dans l'idée que la mémoire est dans l'histoire et qu'elle agit sur l'histoire. Alors la mémoire est dans l'histoire dans le sens où elle avance, elle progresse, elle n'est pas la même au fur et à mesure des années, et puis elle agit sur l'histoire parce qu'à un moment donné, je vais prendre un seul exemple pour rebondir sur la référence aux attentats islamistes, la grande manifestation du 11 janvier 2015, c'est la mobilisation pour défendre l'autre, le journaliste, le juif, la policière, au nom des valeurs héritées de la Révolution française et en relais la République laïque. C'est-à-dire qu'on va chercher dans l'histoire des références qui font finalement le tronc commun des valeurs partagées
et qui va agir sur le présent, puisqu'on va finalement se mobiliser, et que ça sera la plus grande manifestation qu'on a connue en France de tous les temps. Alors je dis que ça évolue aussi avec le temps. La question des justes est très symptomatique, parce que à chaque fois qu'on parle de mémoire, il faut parler de ce que j'appelle les conditions de la mise en récit mémoriel. Quelles sont les conditions pour que un événement devienne structurant de la mémoire collective? La mémoire des justes est très tardive. Et en plus, elle est associée à quoi? C'est à la mémoire des enfants cachés. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin, même au début des années 90, donc bien plus tard que le tournant autour de avec la centralité de la figure de la victime juive dans la mémoire française de la Deuxième Guerre mondiale, donc là, ça se situe en 84-85, mais en 90 naissent les premières associations d'enfants cachés. Et ça rentre dans la mémoire collective à la fin des années 90. Et pourquoi il y a ce délai-là? Eh bien, c'est à travers les justes, c'est la question des enfants cachés qui se sont dit, évidemment, c'est pas un calcul, mais comment on va faire connaître notre histoire? Parce que pourquoi ils n'ont pas parlé avant? Parce qu'ils sont vivants. Ils ont des cousins, des cousines, des parents là, qui ont terminé dans les chambres à gaz. Pourquoi raconter notre histoire, nous, enfants cachés, alors qu'on a été sauvés? Et il y a une sorte de... on va s'appuyer sur quoi? Sur, en quelque sorte, l'image du résistant, celui qui nous a sauvés, celui ou celle qui nous a sauvés. On rentre en quelque sorte dans la mémoire collective comme un jeu de billard par le biais des justes. Et donc on va dire, non pas, écoutez, regardez ce qu'on a vécu, parce qu'on est aussi mal à l'aise en disant, oui, on a vécu ça, mais il y en a d'autres. Bon, c'était autre chose. Bon. On commence par dire, mais nous prenons la parole pour évoquer ceux qui nous ont sauvés. Cette résistance dont on ne parle pas, c'est-à-dire la résistance de sauvetage. D'où la centralité dans l'introduction des justes dans la mémoire collective à partir de la fin des années 90. Et évidemment, à partir de là, il y a eu une très belle émission d'ailleurs de radio autour de ces paroles et d'enfants cachés. Et à partir du moment où les justes sont rentrés dans l'histoire en rentrant dans la mémoire collective, eh bien on a pu dire, attendez, on a vécu quelque chose là. On va vous raconter aussi notre histoire à nous, enfants cachés. Donc les deux sont associés, mais c'est à travers les enfants cachés que les justes sont rentrés dans la mémoire collective et tardivement. Voilà, simplement ce que je vais évoquer. Je vous rappelle, mais vous le savez très bien, que c'est le dernier acte mémoriel de Jacques Chirac, président de la République. Donc, on est début 2007 avec Simone Veil. Donc on voit bien qu'il y a le décalage par rapport à ce discours fondateur de Chirac en 95 au Veldiv. Et c'est toujours important de prendre en compte cette historicité, cette mise en histoire de la mémoire. J'ai répondu là? Parce que je sais plus. Synthétique. Samuel Lejoyeux, avec l'Union des étudiants juifs de France, vous êtes dans les classes, je sais pas, on se connaît quand même. Tu es dans les classes, dans les universités, sur Internet également. Comment vous percevez aujourd'hui cette histoire de la transmission des justes? Est-ce que c'est un récit qui existe dans les écoles? Et qu'est-ce que la Shoah représente pour les jeunes générations? Alors déjà, je crois que la figure des justes, c'est pour l'UEJF, en tant que militant, une figure inspirante, absolument essentielle, parce que elle correspond, je pense, beaucoup à finalement ce qui fait l'ADN de notre organisation, créée également en 1944 en Haute-Garonne,
avec finalement ce double objectif, celui d'affirmer la possibilité d'être juif et français, et aussi celui de se dire qu'on peut agir pour l'autre simplement, non pas par intérêt, mais au nom d'une certaine forme de morale, d'une certaine forme simplement de valeur tout à fait pratique. Et c'est ça, moi, qui me frappe beaucoup dans l'histoire des Justes, et notamment dans les podcasts qui nous sont présentés ici. Le défi qu'on a, et la raison pour laquelle je crois ces podcasts sont essentiels, c'est qu'il y a une forme de méconnaissance chez les jeunes générations de la question des Justes. On a récemment réalisé un sondage auprès des 15-25 ans sur la connaissance de la Shoah, et quand on leur pose la question de savoir qui a sauvé, quel est le nom des gens qui ont sauvé les Français juifs, ils sont seulement 19% à dire de façon spontanée les Justes, ou les Justes parmi les nations, ils sont 40% à dire les résistants. Et quand on leur demande « Est-ce que vous connaissez les Justes ?», il y en a presque 1 sur 2 qui ne connaissent pas. Et pour moi, alors même qu'il y a un travail, et surtout ces dernières années, essentiel qui est fait sur ce sujet, pour moi, c'est pas forcément un hasard que cette figure du juste, elle soit d'une certaine façon presque, ou en tout cas il y a une tentation d'invisibilisation ou d'effacement de cette figure. Pour moi, ça rentre dans quelque chose qu'on peut presque appeler le nouveau négationnisme. Pour le comprendre, je partirais d'un combat récent de l'UEJF et de beaucoup d'autres, et je sais de beaucoup d'autres, y compris dans cette salle, celui contre Zemmour et contre sa phrase à propos de Pétain. Finalement, ce que dit Zemmour, c'est quand même, il essaye de nous expliquer que Pétain n'était pas antisémite, mais xénophobe. Comme si d'ailleurs c'était mieux. Évidemment, je pense que personne ici pourra dire le contraire du fait que Pétain était évidemment et antisémite et xénophobe, et que justement la figure des Justes le montre, et la figure des Justes montre aussi que ceux qu'on sauvait des Juifs, c'était pas des xénophobes, mais c'était au contraire ceux qui partaient de valeurs universalistes, les mêmes qu'on tente à notre tour de défendre. Donc c'est pour ça, et donc il y a une négation claire, à mon avis, du caractère antisémite de la Shoah. On le voit aussi d'une autre façon quand on voit des étoiles jaunes dans les manifs anti-vax, où tout d'un coup on fait perdre de son sens antisémite la Shoah, et ça je trouve que c'est très inquiétant. Donc je crois que aussi ces podcasts, aussi le combat pour mettre en lumière la figure du juste, nous on le porte aussi pour cette raison-là, pour cette lutte contre ce nouveau négationnisme qui est ce double déni de la dimension juive, de la dimension antisémite, de la Shoah, et déni du fait, du bienfait de l'universalisme qui est clair, qui est devant nos yeux, qui est concret, qui est celui des justes. Et ce combat-là, en tout cas l'UEJF, à notre niveau, on essaye de le mener. Merci beaucoup, Samuel. C'était trop court tout à l'heure, Denis. Je vous redonne un bout, alors. Un petit mot. Non, bien sûr, on trouve tout à fait dans ce qui vient d'être dit, avec une petite nuance. C'est que la notion de juste, elle a été construite par Yad Vashem. Elle est construite non pas ici, et donc moi que des gamins disent ils ont été sauvés par des résistants, ça me va très bien. Ceux qui disent qu'ils ont été sauvés par des justes, bon, ils ont en plus une connaissance que honnêtement, j'étais un peu prof quand j'étais beaucoup plus jeune. C'était plus compliqué de le faire passer. Je ne suis pas sûr que ce soit un signe de rejet, de négation de ce qui s'est passé. Moi personnellement, ça m'intéresse qu'on reconnaisse la résistance de sauvetage comme une des composantes de la résistance. Et les gens, je pense que qui te répondent, les jeunes qui te répondent, ils savent bien que c'est pour sauver les Juifs. Enfin, j'espère. Ce serait dommage. Mais enfin, en théorie, c'est le sauvetage des Juifs qui est en cause. Et donc, voilà, je nuancerai un tout petit peu ton propos sur la notion de juste qui, s'inscrit elle aussi dans l'histoire. Ouais, ok.
Peut-être dans la continuité, Samuel, tu parlais des manifestations anti-vax. On a connu beaucoup d'incidents antisémites, d'une progression sans cesse ces dernières années de l'antisémitisme. Guillaume Erner, le titre de votre thèse de doctorat était « Expliquer l'antisémitisme ». Long travail. Alors peut-être, comment... Un sous-titre qui était encore plus long. Il y avait un sous-titre qui était encore plus long. Bon, déjà, ça veut dire beaucoup. Comment vous expliquez aujourd'hui ce qui se passe en France, aux États-Unis? On a vu Kanye West aujourd'hui qui a vu tous ses contrats qui ont été terminés aujourd'hui suite à des propos antisémites. C'est pas anodin comme figure aux États-Unis, en France, en Europe. Comment vous expliquez tout ça aujourd'hui? Non, c'est effectivement pas anodin puisque le calcul a été fait. Kanye West a 2 fois plus de followers qu'il y a de juifs aujourd'hui sur Terre. Donc ça donne effectivement une idée de la force de ces idées. C'est un vrai problème parce que ça signifie d'abord que l'antisémitisme est aujourd'hui à la mode. Et ça, c'est une vraie différence par rapport à ce que l'on a pu vivre, moi, ce que ma génération a vécu, puisque l'un des moments importants de notre naissance à la conscience politique, ça a été touche pas à mon pote, et à l'époque, être antiraciste, c'était être à la mode. Aujourd'hui, j'ai peur que on soit dans une situation tout à fait différente. Ça signifie aussi que l'antisémitisme a à la fois une forme de continuité, puisque en fait, l'idée c'est toujours de prêter un arrière-fond maléfique aux Juifs. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se percevoir depuis le Moyen-Âge. Il n'y a pas eu véritablement de grandes modifications. Là où il y a eu une modification, et honnêtement, on s'y attendait pas du tout il y a 25 ans, c'est la manière dont les théories complotistes ont débuté. Moi, j'ai fait ma thèse notamment avec Taguieff. Taguieff avait travaillé sur le protocole des sages de Sion, et le protocole des sages de Sion à l'époque, on savait qu'il était extrêmement lu dans le monde arabe. J'ai un camarade qui en a reçu un exemplaire de la part de Kadhafi, mais on pensait quand même que c'était quelque chose de résiduel qui allait céder. Le fait qu'on se retrouve aujourd'hui face à une complosphère qui est particulièrement dynamique, particulièrement vive et très inventive, ça c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas du tout, c'est quelque chose contre lequel on est démuni, parce qu'il faut le dire, les réseaux sociaux à cet égard ça a vraiment été le choléra, c'est-à-dire qu'il y aura dans la lutte antiraciste et dans la manière dont le racisme se diffuse une période avant et après les réseaux sociaux, et pour l'instant on n'a pas du tout trouvé la parade. L'autre chose qui me frappe, il y a eu une vraie tentative de rendre l'antisémitisme disjoint de la responsabilité des individus. Et ça, c'est quelque chose qui est assez clair. C'est pour ça que j'ai fait ma thèse là-dessus, parce que je trouvais que dans un grand nombre de circonstances historiques, l'idée était de déresponsabiliser les êtres dans la manière dont ils diffusaient des stéréotypes antisémites ou dont ils rejoignaient des actions antisémites. Et ça aussi, on le voit, il y a de plus en plus un air du temps qui consiste à dire qu'on a affaire à des conséquences de la crise, à des individus qui ont, disons, une mauvaise représentation des choses. Or, le fait de rendre leur responsabilité aux acteurs, c'est-à-dire de considérer que lorsque quelqu'un diffuse des propos antisémites, il est responsable de ce qu'il fait, il a une logique et il sait ce qu'il fait, ça aussi c'est quelque chose d'extrêmement important, et ça rejoint tout à fait ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de voir des étoiles jaunes dans des manifestations où elles n'ont rien à faire, c'est quelque chose d'étonnant. L'autre chose tout à fait étonnante, c'est de voir en fait le poids que les Juifs ont dans l'actualité française, y compris dans des épisodes où ils n'ont rien à voir. C'est-à-dire que on regardera, à mon avis, les historiens du futur regarderont de manière tout à fait étonnée ce qui s'est passé avec les gilets jaunes. Vous avez quand même une manifestation qui a été faite au début sur les prix du carburant, et puis à un moment, dans ces différentes manifestations, le thème des Juifs est intervenu. Et ça, c'est quelque chose qui est proprement hallucinant, parce que ça veut dire que l'obsession juive en France, elle occupe une telle place que dans un domaine où ils n'ont absolument rien à voir, on a quand même réussi à avoir une polémique nationale, on peut même la documenter, sur la manière dont les Juifs avaient
à faire dans cette chose qui, évidemment, ne les concernait absolument pas en tant que juifs. Merci. Peut-être pour rebondir, vous disiez tout à l'heure que l'antiracisme n'était plus à la mode, mais j'ai eu l'impression, j'étais présidente de l'UEJF quelque temps avant Samuel, que quand même l'antiracisme était à la mode dans les universités, sur les réseaux sociaux. C'est assez dans l'air du temps de se dire antiraciste, mais avec des nouvelles notions d'antiracisme. On parle de concernés, non concernés, de privilèges. Samuel, peut-être en quoi l'action des justes, elle fait écho à toute cette nouvelle vision de l'antiracisme, et comment réussir à lutter contre le racisme et l'antisémitisme dans la configuration militante actuelle? Effectivement, tu le sais bien, il y a aujourd'hui une partie seulement, à mon avis, du milieu antiraciste qui, comme ça, a une nouvelle forme d'idéologie qui consiste effectivement à se battre, je dirais, plus pour ses intérêts que pour des valeurs. Donc à ce titre-là, à mon avis aussi, la figure du juste, là encore, est essentielle à mettre en avant, parce que la figure du juste, c'est exactement l'inverse. C'est quand même des gens qui n'étaient pas visés au départ de façon spécifique, mais qui ont fait le choix au nom d'un jugement moral, d'agir pour sauver des juifs. Toute la question, c'est quelle est la place aujourd'hui dans le monde antiraciste d'une action issue d'un jugement moral. Là encore, je prendrai un chiffre de notre sondage, qui est que 1 jeune sur 3 estime qu'on parle trop de la Shoah. Et quand on va un peu dans les détails, on voit que c'est 1 jeune sur 3 qui finalement estime qu'on parle trop de ce crime commis contre les Juifs par rapport aux crimes qui renvoient à leur propre histoire, c'est-à-dire la colonisation, la guerre d'Algérie, l'esclavage ou beaucoup d'autres choses encore. C'est-à-dire que finalement, il y a cette tentation aujourd'hui de voir à la fois l'histoire et le militantisme finalement comme une forme de gâteau dont chacun devrait avoir sa part, et donc du coup, il n'y a plus du tout, dans cette logique-là, encore une fois, qui est celle, à mon avis, de certains militants seulement, il n'y a plus du tout cette vision d'une affirmation du sens, finalement, moral de l'histoire. On le voit sur le terrain, évidemment aussi, avec notamment ce dont on a beaucoup parlé, ce qu'on appelle les réunions en non-mixité raciale, c'est-à-dire cette idée que non pas seulement on va se réunir entre personnes qui subissent le même mal pour en parler, mais qu'on va faire cet acte d'exclure les autres d'une lutte. Donc oui, concrètement, on a vu des scènes dans des universités avec des syndicats étudiants qui faisaient des réunions pour parler d'une lutte contre le racisme et dont étaient exclus les militants de l'UEJF, pourtant évidemment antiraciste, et je pense que ça, il n'y a pas besoin de le prouver, il y a beaucoup de preuves dans l'histoire de l'UEJF, sous prétexte qu'ils étaient juifs. Parce que finalement, on doit être racisé, soit on est racisé, c'est-à-dire, je pense qu'on peut le dire dans cette logique-là, noir ou arabe, soit on est non racisé, c'est-à-dire on est blanc, et les juifs, clairement, ils rentrent dans cette catégorie-là, de blancs, de privilégiés, et ça, c'est créateur d'antisémitisme. Moi, évidemment, je ne crois pas que l'antiracisme, ce soit un combat pour l'intérêt seulement des opprimés en tant que tels, et d'ailleurs, je pense que c'est surtout insultant pour les personnes qu'ils qualifient comme racisées d'être des victimes par essence. Moi, je trouve ça assez insultant aussi pour ça, et évidemment, ça exclut les juifs, du camp des opprimés, et surtout, ça exclut l'antisémitisme du domaine de la lutte antiraciste. Donc je pense que c'est ça le danger. Et oui, je crois que la figure du juste, celle qui se bat pour l'autre, avec une sorte d'indignation réflexe issue de sa morale, en mettant son intérêt là, clairement au second plan, je crois que c'est une figure aussi à mettre en avant pour aller contre cette logique-là. Merci beaucoup Samuel.
Peut-être pour rebondir, Antoine, vous avez travaillé au Mémorial national de la prison de Montluc, dans laquelle se croisent plusieurs mémoires, plusieurs histoires, celle de la guerre d'Algérie et celle de la Shoah et de la Seconde Guerre mondiale plus largement. Est-ce que des débats de l'ordre de la concurrence mémorielle ont eu lieu dans la construction du musée et comment percevez-vous aujourd'hui cette problématique de la concurrence mémorielle, de part de gâteau qu'a abordé Samuel et ses impacts sur l'antisémitisme? Je crois qu'il est essentiel de faire de l'histoire. C'est-à-dire que la question de la mémoire est je fais un lien. Alors, nous avons le conducteur, donc je sais sur quoi vous voulez nous amener ensuite, mais je l'anticipe déjà un petit peu sur qu'est-ce que la mémoire par rapport à l'histoire. Je pense qu'il faut être très clair. La mémoire, c'est qu'on donne une fonction sociale et politique à des choses qui sont déroulées dans le passé, et cette mémoire, elle a à voir avec le présent. Cette mémoire, on pourrait penser de manière un petit peu schématique qu'il y a une saturation mémorielle possible. En réalité, une mémoire qui ne rencontre pas un public ou un besoin, elle disparaît d'elle-même. La mémoire, elle a à voir avec notre présent. L'exemple que vous prenez de Montluc est très juste. Il y a des mémoires qui se sont confrontées dans la construction du lieu, qui continuent à se confronter dans la construction du lieu. Les historiens sont quand même plutôt d'accord pour dire que il faut faire une sorte d'autopsie historique et scientifique de ce qui s'est déroulé de 2021 à 2011, date de la fermeture de la prison. Laissons les historiens faire leur travail. Laissons les historiens établir des faits, et lorsque les historiens établissent des faits, l'avantage c'est que ils apportent des preuves aussi. Vous évoquiez tout à l'heure, et je vous rejoins complètement, c'est cette idée de la conscience individuelle qui doit être réveillée par les projets que nous portons. L'histoire de la prison de Montluc, c'est effectivement aussi l'histoire d'un lieu où ont été exécutés des hommes parce qu'ils étaient militants de l'indépendance algérienne. Et l'histoire de la prison de Montluc, c'est le lieu d'internement de près de 3000 juifs, hommes, femmes et enfants, conduits vers les chambres à gaz à Auschwitz et assassinés. Là, je ne fais que parler d'histoire. Je n'en donne pas ni une fonction sociale, ni une fonction politique. Je fais l'histoire. Ces deux strates, elles ne s'opposent pas, puisqu'elles ont eu lieu dans un même lieu. La vraie question, c'est quelle fonction donnons-nous à l'enseignement et à la transmission de l'histoire de la Shoah lorsqu'elle passe par Montluc? Quel rôle donnons-nous à l'histoire de l'internement? Vous avez évoqué, parce que ça faisait le lien exactement avec ce que vous disiez, la question des mémoires des militants algériens de décolonisation, mais vous avez aussi des militants de l'OAS qui sont enfermés à la prison de Montluc. C'est aussi une mémoire qui est portée, c'est aussi une mémoire qui est conflictuelle avec celle des autres. Le vrai sujet, c'est qu'on est là dans un établissement public, un lieu d'État. Qu'est-ce que la nation veut dire de ces histoires-là? En quoi elle est utile aujourd'hui? Et je pense que ce débat entre histoire et mémoire, qu'on tente vainement de vouloir opposer, ou en tout cas à tort, il n'y a pas d'opposition. On est sur deux choses qui sont totalement différentes. La mémoire n'est pas une discipline scientifique répondant à une méthodologie, elle n'est pas dans l'éther des choses, elle existe dans la société, elle existe dans le présent. Et je vous rejoins, et c'est en agissant sur les sujets, les objets mémoriels qu'on participe de faire bouger ces mentalités. Et là encore, dans le prolongement de ce que disait Denis, juste résistant, cette notion, elle est un héritage du passé. Elle est un héritage du passé où la résistance, comment est-ce qu'on a qualifié, comment est-ce qu'on a défini longtemps la résistance en France? On l'a pas défini à partir du travail des historiens. On l'a défini à partir de l'attribution de cartes et de titres au ministère des Armées, et que pour être résistant, il fallait avoir passé tant de temps dans une unité combattante avant telle date. Un juste, il ne passe pas tant de temps dans une unité combattante avant telle date. Un juste, c'est exactement comme vous l'avez dit, quelqu'un qui a dit l'autre c'est moi, c'est celui qui va prendre un risque pour l'universel. Alors bien sûr, il n'y a pas d'unité sur les motivations d'engagement ou le type de sauvetage qui est mis en place par les justes. Jules Géraud-Saliège, je reprends un exemple toulousain, on a beaucoup parlé de Toulouse, j'en suis très heureux. Jules Géraud-Saliège, ce n'est pas la même résistance que les justes de Pêche-Pogneux en Haute-Garonne, où des instituteurs vont cacher des enfants juifs. C'est pas la même façon de sauver, c'est pas la même action. D'autres sauveteurs l'ont été dans des organisations structurées, dont le sauvetage était une mission.
Mais les justes nous permettent justement de dire que chacun, à son niveau, dans l'espace qu'est son existence, a une capacité d'embrasser l'universel et de savoir mettre en risque son existence, ses choix et finalement aussi la sérénité de sa vie jusqu'alors, parce qu'on reconnaît en l'autre soi-même. Donc oui, il y a des mémoires concurrentes, mais les mémoires ne vont pas se chasser les unes les autres. Le boulot aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on continue d'incarner et de matérialiser. Et là, c'est pas juste le boulot des historiens. C'est notre travail dans les institutions, c'est notre travail sur des projets de diffusion auprès du grand public. Comment est-ce qu'on matérialise et qu'on incarne? Comment est-ce que la connaissance de la Shoah, la connaissance de ceux qui sont engagés demeure une nécessité dans la société française? Et là, c'est le boulot de l'UEJF, c'est le boulot des musées, c'est le boulot du Mémorial de la Shoah, c'est le boulot de Yad Vashem. Et c'est tout cela qu'il faut que nous construisions ensemble. C'est pas la disparition de ceux qui ont été les acteurs ou les témoins. C'est comment est-ce qu'on fait se maintenir dans la société le besoin de cette connaissance, en rappelant que si elle est comparable, elle n'est pas relativisable, et ça c'est un élément essentiel, on ne relativise pas, c'est pas parce que l'on va faire une étude comparative qu'on va la relativiser, donc abordons-le. Oui, il y a des lieux où la guerre d'Algérie a des choses à dire, bien qu'on le dise, et surtout qu'on ne donne pas l'impression qu'on entretient un mystère. Laissons la place à l'histoire et apportons des éléments factuels sur ce qui s'y est déroulé. Et la Shoah, ses mémoires et la mémoire des justes de ceux qui ont sauvé, à ce moment-là, s'en trouvera renforcée, ragaillardie. Et ça, j'allais dire, c'est un travail collectif. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. C'était très bien, merci beaucoup. Denis Péchanski, vous disiez tout à l'heure que lors de la manifestation du 11 janvier, les gens avaient marché contre l'antisémitisme, avaient marché pour Charlie, et il y avait tout de même un sentiment de solitude et cette petite voix, notamment liée à Otzara Torah, où on se disait mais s'il n'y avait pas eu Charlie, il n'y aurait pas eu autant de gens dans la rue pour l'hypercacher. Est-ce que vous avez le sentiment que les crimes antisémites de ces dernières années sont inscrits dans la mémoire collective des Français? Est-ce que ça veut dire quelque chose pour les Français ou finalement ce ne sont que des faits divers parmi d'autres? Ah oui, j'ai droit aux bonnes questions, moi. Merci. Bien. Je vais rebondir d'abord parce que ça me met très en colère, non pas ce qui a été dit, parce que je suis entièrement d'accord, mais les phénomènes qu'on est en train de mettre en évidence, c'est-à-dire les assignations à résidence victimaire. C'est une catastrophe. On est en train de découper la société française et d'assigner des fonctions particulières, et ce qui traduit ce que, avec mon ami et regretté Pierre Laborie, on appelait la crise d'identité nationale et sociale de la fin des années 30 et qu'on retrouve avec les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire une sorte d'émiettement social, de rejet de l'autre, de repli sur soi, d'abandon du socle des valeurs partagées, donc les valeurs héritées de la Révolution française et de la République laïque, qui sont censées être le fond commun, et dans les années, dans la fin des années 30, autour des représentations collectives qui étaient structurées autour de l'antisémitisme, de la xénophobie, de l'anticommunisme et du pacifisme. Ça a travaillé la société française en 38-39 de façon singulière, et ça explique aussi l'arrivée au pouvoir de Pétain. Il y a la défaite plus ce contexte-là. Bon. On trouve des phénomènes assez comparables à différents moments, et je trouve qu'actuellement on a, et pas uniquement venant de l'extrême droite, mais aussi de l'extrême droite, un discours qui participe de cet émiettement, qui participe de ce découpage communautaire. Le fait qu'on mette en avant une appartenance communautaire au détriment de l'appartenance collective, c'est la démission de l'humanisme aussi.
Bien. Vous m'avez posé quoi comme question déjà, à peu près? Parce que j'ai aussi des choses à dire sur sur l'antisémitisme, oui, vous me dites. Continuez. Oui, je peux continuer, ça sans problème, mais non, mais c'est la question que vous posez est évidemment centrale. Enfin, deux questions. Je rebondis sur mémoire histoire, on reprendra après ou vous voulez qu'on le fasse maintenant? On prendra après. Alors je reprends sur la question de l'antisémitisme et de la place de l'antisémitisme. Est-ce que effectivement on considère que la lutte contre l'antisémitisme a la même importance dans la société française actuellement que d'autres vecteurs de mobilisation? La réponse est non. Et c'est triste. Quand il y a eu effectivement le massacre de Juifs en 2012, il y avait beaucoup de Juifs dans la rue. Il n'y avait pas beaucoup d'autres que de Juifs. Les différents assassinats qu'on a connus récemment, les Juifs étaient un peu seuls dans ce combat. Ils n'étaient pas tout seuls, un peu seuls. Donc effectivement, on n'a pas le même actuellement, c'est pas le même facteur de structurant de mobilisation. Et ça, il faut réfléchir. Il faut réfléchir parce que c'est absolument crucial pour analyser aussi la source et l'évolution et la récurrence de l'antisémitisme. Tant qu'on n'aura pas réfléchi à ça, on n'aura pas de clé. Voilà. Donc, oui, effectivement, quand on pose des questions du type quels sont les attentats terroristes qui vous ont plus marqué depuis l'an 2000, eh bien, ça sera le 13 novembre, ça sera le 11 septembre 2001, une sorte de matrice du XXIe siècle, mais plus bas. Janvier, alors là c'est plus aléatoire, mais janvier, c'est les attentats de Charlie. C'est là où évidemment, dans la mémoire collective, j'entends bien entendu, il y a quelque chose là qui dysfonctionne. Et puis, il y a autre chose dans la mémoire, et c'est un mécanisme que je trouve très intéressant. Rappelons-nous quand ce lieutenant de gendarmerie, le lieutenant-colonel, a été assassiné par un terroriste dans le sud de la France. Il y a eu un grand discours du président de la République aux Invalides. Très intéressant parce que, donc, contexte lutte contre le terrorisme, très intéressant parce que d'abord, la référence, c'était quoi? Ça a été la résistance. Alors, à un moment du discours, Brossolette, Moulin, Le Vercors. Bon. Deuxième moment, très gaullien, l'esprit de résistance. On recommence avec les trois mêmes et il rajoute Jeanne d'Arc. Et il dit, je ne veux pas qu'on se souvienne du nom du terroriste. Et personne ne se souvient du nom du terroriste. Moi-même, je m'en souviens pas. Je veux qu'on se souvienne du nom du héros, de Beltrame. Et pourquoi il a dit ça? Outre que c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'il y a une sorte de renversement. À la figure de la victime s'ajoute la figure du héros dans la mémoire des attentats terroristes. Mais pourquoi il a dit ça? C'est évidemment par rapport à 2012. Parce que qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qui a circulé? On a oublié, jusqu'à ce politicien dont tu parlais là, ils ont oublié jusqu'au nom des victimes. Mais en revanche, le terroriste, tout le monde se souvient de son nom, au point que c'est devenu un héros dans un certain nombre de banlieues. Donc on voit bien que là, la mémoire est quelque chose de décisif, et ça, évidemment, ça traverse la question que vous posiez sur l'actualité ou non des actes antisémites dans la mémoire collective. Je vous donnerai une petite définition de la mémoire collective
si vous êtes sage. Oui, parce que en 2012, moi j'ai vécu ce moment en tant que journaliste, et alors à l'époque pas du tout à Radio France, mais à Canal, pour ne pas nommer cela, à la rédaction de Canal, je me souviens d'une discussion hallucinante, je l'ai écrit dans Charlie Hebdo, pour tenter de minimiser ce qui s'était passé au Zaratora. Donc l'attentat a eu lieu à 9h, je crois 9h du matin. En conférence de rédaction, immédiatement, il y avait des éléments tangibles pour montrer que c'était évidemment un attentat antisémite, qu'on n'entre pas comme il l'avait fait dans une école juive au hasard. Et je me souviens des efforts inouïs pour tenter de minimiser la chose, pour essayer de dire qu'on savait pas, qu'il fallait pas immédiatement se saisir du mot. C'est-à-dire que le terme d'antisémitisme, lorsqu'il est employé au présent, est quelque chose qui fait tellement peur qu'on va tout faire pour chercher à le déconnecter. Et de fait, cet événement, lorsqu'on le voit aujourd'hui historiquement, il est essentiel puisqu'il annonce ce qui va suivre. À l'époque, non seulement il n'a pas été compris, mais il n'a même pas été saisi par des journalistes qui, à d'autres moments, évidemment, donnent un tout autre écho à ce type de phénomène. Merci beaucoup. Peut-être pour continuer un peu plus sur l'actualité, Guillaume Erner, la leçon des justes, elle est quand même de ne jamais détourner le regard, que ça nous concerne ou que ça nous concerne pas directement. Sans faire de parallèle, en regardant l'actualité, la situation en Ukraine, on se dit, est-ce qu'on a vraiment retenu la leçon ? L'Ukraine, c'est là aussi quelque chose de tout à fait étonnant, parce que ces villes comme Odessa, par exemple, ce sont des lieux qui ont été des lieux essentiels pour la vie juive et pour l'histoire juive, et ce sont des noms que connaissaient avant cette guerre en Ukraine, disons, les historiens, les Ukrainiens et les Juifs. En dehors de ça, peu de gens s'intéressaient à ce qui se passait là-bas. Et donc le fait de vivre ça, là aussi, d'avoir chaque jour cette actualité-là, de rappeler des noms comme Kharkov, de rappeler, bref, toute une géographie qui est une géographie qui a été en partie oubliée, c'est aussi une manière de revivre la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi une manière, par rapport à ce que l'on disait tout à l'heure, de voir que ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale à l'Est, en général, et en Ukraine en particulier, est quelque chose qui a été complètement oublié, probablement mal enseigné, pas par Denis bien sûr, mais qui a été probablement mal enseigné par les livres d'histoire en France, qui a été aussi mal conservé par les Ukrainiens. On est allé avec Sandrine à Kiev s'apercevoir de ce qu'a été Babi Yar, je veux dire de la manière dont le lieu a été matérialisé par les Ukrainiens, est évidemment quelque chose qui en dit assez long sur leur histoire. La seule manière finalement d'être un tant soit peu optimiste là-dessus, c'est peut-être de voir le personnage de Zelensky, qui est tout d'abord quelque chose qui montre qu'il n'y a pas d'assignation effectivement identitaire, puisque le fait que ce soit aujourd'hui un juif qui soit président de l'Ukraine, qui fasse ce qu'il fait, c'est-à-dire que quoi qu'il fasse désormais, son nom restera attaché à une forme d'héroïsme et de patriotisme qui apporte un déni absolu au fait que être juif, c'est ne pas pouvoir embrasser une nationalité autre que celle aujourd'hui de la nationalité israélienne. Et ça, c'est quelque chose qui incite à l'optimisme, parce que on se dit que Zelensky est finalement le démenti le plus fort que l'on peut formuler par rapport à un grand nombre de stéréotypes qui ont été colportés sur les Juifs. Merci beaucoup. Peut-être pour conclure, et je vous laisserai chacun la parole, les podcasts sont aujourd'hui un outil dont on n'avait pas idée il y a quelques années, alors même que c'est une forme de renouvellement de la radio. Les Français écoutent des podcasts de tout âge, les podcasts pour enfants, les podcasts... il y a 1000 types de podcasts, et aujourd'hui, il y a cette voix des justes qui résonne désormais sur France Culture. Antoine, vous parlez de la mémoire et de ses supports
comme des outils de transmission de valeurs. Est-ce que vous pouvez expliquer cette expression et en quoi les podcasts peuvent s'inscrire là-dedans? Alors, en disant cela, je ne mésestime pas la fonction du souvenir, de l'hommage et aussi d'une forme de justice historique à laquelle répond la mémoire. Et le fait que là, elle est aussi un combat militant et qu'il ne faut pas perdre. La mémoire, je le disais tout à l'heure, c'est une boussole. Elle a à voir avec le présent. C'est en ça qu'elle se différencie fortement de la science historique. Elle en a besoin. Elle a besoin de s'en nourrir. Les choses du passé ont besoin d'être bien dites pour être bien utilisées aujourd'hui. Et parce que, on le voit sur l'Ukraine, un même conflit, un même lieu va pouvoir alimenter des camps diamétralement opposés et chacun allant chercher sa part de l'histoire. Donc c'est pour ça que l'histoire est essentielle. Il y a les lieux qui matérialisent, mais il n'y a pas des lieux de partout. Et là, je vais reprendre encore ma casquette toulousaine et être la voix de cette formule très à la mode aujourd'hui, les territoires. Alors, c'est une formule qui m'amuse beaucoup parce que Paris ne serait pas un territoire, enfin voilà, mais c'est la province. Il n'y a pas des lieux de partout, il n'y a pas des mémoriaux, il n'y a pas des musées de partout, il n'y a pas de dynamiques acteurs de l'UEJF ou d'autres associations. Seuls les Juifs sont partout. Comment? Seuls les Juifs sont partout. C'est ça. Et ces podcasts, ils rejoignent toute une panoplie d'outils. Alors, il faut faire attention et pas tomber dans le piège de l'outil qui est une solution à toute chose, parce que l'outil, il faut savoir le faire vivre, il faut savoir l'installer dans son territoire pour le coup. C'est là que la question des justes rejoint aussi un sujet extraordinaire, même si en France ils sont un petit peu plus de 4200, c'est juste. Eh bien, ils sont partout. Vous voyez, il n'y a pas que les juifs qui sont partout, il y a les justes. Et ça, c'est très très important. Je crois que cet élément-là, faut pas le perdre de vue chez les justes. Il faut les faire exister. Effectivement, ici, dans les salons de l'Hôtel de Ville de Paris, c'est essentiel. Mais il faut les faire exister à l'endroit même où ils ont rencontré l'autre et où ils ont ouvert la porte de leur maison, où ils ont caché, où ils ont pris des risques. Les podcasts vont permettre d'habiter ça un petit peu comme une micro-folie culturelle, mais sur le champ mémoriel. Donc, je pense qu'il faut de ces podcasts bâtir autour des espaces et nos lieux, les musées, les mémoriaux, les établissements scolaires doivent être l'espace qui vont accueillir ces podcasts-là. Parce que ceux qui vont aller les chercher sur les sites de Radio France et de France Culture, naturellement, ils vont pouvoir les diffuser autour d'eux, mais ce sont des gens qui vont aller les chercher. Le vrai sujet, c'est comment est-ce que ces podcasts, nous allons les utiliser pour que cette mémoire soit bien une boussole dans le présent et que nous la considérions comme essentielle et centrale dans ce que nous voulons partager aujourd'hui. Parce que là encore, le terme de juste est très souvent utilisé dans de nombreux autres contextes. Je rebondis sur ce que vous disiez en introduction sur le mot Shoah qui était connu de 85% des Américains, 35% savaient à quel moment, dans quel espace. Le terme juste aujourd'hui est utilisé dans bien d'autres situations aussi. Je ne dis pas nécessairement qu'il ne faut pas l'utiliser, mais sauf qu'il faut que ce soit accompagné par un appareil pédagogique de transmission historique et scientifique. Et en tant que gestionnaire dans le lieu, je tiens à remercier très sincèrement Yad Vashem France d'avoir fourni des éléments de plus dans la boîte à outils qui est la nôtre pour se combattre tous les jours. Merci beaucoup. Denis, peut-être la définition de la mémoire collective. On va pas partir sans. Oui, bien entendu. Non, mais c'est simplement pas. Je vais rebondir parce que c'est intéressant de l'évocation des 4200, parce que c'est 4200 grâce au travail du Comité français de Yad Vashem. Il y a 10 ans, il y avait un retard entre guillemets énorme par rapport à d'autres pays parce que le travail n'avait pas été fait de repérage. Et donc ça, c'est décisif. Ça montre l'importance de ce type de travail de mémoire qui est aussi, pour une part, un travail d'histoire. Alors la différence entre les deux, tout le monde la connaît. On va mettre des mots dessus, des définitions, c'est-à-dire que la mémoire,
l'histoire, on va considérer, c'est simple, c'est une analyse du passé avec des outils qui sont des outils scientifiques forgés par des dizaines et des dizaines d'années du travail d'historiens qui ont essayé de définir des méthodes et des outils, et d'utiliser des outils. La mémoire, si on prend la mémoire collective, je vais laisser de côté la mémoire individuelle, mais si je prends la mémoire collective, c'est une représentation sélective du passé. C'est une représentation du passé. C'est pas une analyse du passé. Elle est sélective parce qu'on ne retient pas tout. C'est pour ça que je dis qu'il y a des moments où il y a des images qui sont structurantes de la mémoire collective. C'est pour ça que je donnais l'exemple de l'image du juste qui émerge très tardivement. Mais ça ne veut pas dire que les justes n'existaient pas dans l'histoire. Ça veut simplement dire que dans la mémoire collective, ils n'existaient pas. Je vais prendre un exemple encore plus frappant. Jean Moulin. Aujourd'hui, on dirait, oui, Jean Moulin, ben oui, évidemment, Jean Moulin. Ben non, pas évidemment. Jusqu'en 64, au discours du 19 décembre, à la panthéonisation de Jean Moulin, avec ce discours absolument extraordinaire de Malraux, Jean Moulin n'était pas dans la mémoire collective des Français. Ça veut dire que 64, c'est l'invention sociale de Jean Moulin. J'insiste là-dessus parce qu'après je me fais taper dessus. Oui, c'est pas une invention, Jean Moulin, mais je veux dire, c'est une invention sociale dans le sens où il rentre dans la mémoire collective. Et depuis, il y a des rues Jean Moulin, il y a des collèges Jean Moulin, il y a des lycées Jean Moulin, partout. Et la question se pose même pas. Donc, on voit bien comment c'est une représentation sélective du passé qui va évoluer avec le temps et qui participe. Pourquoi la sélection se fait? Parce que ça participe à la construction identitaire d'une société dans sa globalité ou de segments de cette société. C'est ça, la définition de la mémoire collective. Bon. Alors, à l'intérieur de cette mémoire collective, une des composantes, c'est le témoignage. Et c'est là où on doit historiciser ces témoignages. On doit donner des clés, comme tout le monde l'a dit, pour analyser ces témoignages. Mais c'est central. C'est pour ça que nous, on participe avec nos différents travaux, et je pense à ce qui concerne la Deuxième Guerre mondiale, avec notre équipement d'excellence matrice, à proposer bientôt des bases de données avec des témoignages, mais images, sons, transcriptions, documents annexes, qui permettent de fournir des clés d'analyse, parce que le témoignage, malheureusement, les témoins sont plus là. Pratiquement, il reste des survivants, et c'est toujours d'une très grande charge émotionnelle. Moi, je sais, j'apparais très jeune, mais j'ai quand même vécu une période où je faisais venir Lucie Aubrac, Lise London, quelques autres, dans les classes. Il y a toujours pour les élèves, c'est un moment extraordinaire, la rencontre avec le témoin. Sauf qu'il y aura plus de rencontre avec le témoin. Et il y a plus, évidemment, de rencontre avec les justes. Bon. Eh bien, grâce au podcast, et grâce aussi aux images, on a un outil qui permet, à côté de ce cadrage historique, où là le prof joue un rôle central, d'apporter cette dimension émotionnelle qui permet un meilleur apprentissage. Rapidement, Samuel, vous êtes donc d'une génération où les témoins ne viennent plus dans les classes pour témoigner, ou en tout cas très peu. Comment on fait aujourd'hui? Effectivement, quand quand je vois les rescapés de la Shoah, qui étaient pour certains, et comme là encore, tu le sais très bien, des camarades de lutte très proches, quasi quotidiens de l'UEJF, quand je les vois disparaître, quand j'entends ici aussi que la plupart des voix de ces podcasts ne sont plus là, évidemment, je vois que c'est pas du tout anodin pour nous, pour notre capacité à transmettre la mémoire. Évidemment, si on compte sur nous, quand je dis nous, c'est notre génération d'étudiants, pour retransmettre de façon aussi forte
cet aspect émotionnel, cette force militante mémorielle incroyable issue de leur histoire personnelle des rescapés, ça va être compliqué. Par contre, moi, je crois que au-delà des efforts qu'on doit faire, évidemment, pour continuer à transmettre leur voix, pour être ces passeurs, je crois qu'on doit aussi prendre en main la mémoire. J'ai envie de dire, et j'ai envie d'être optimiste, et de dire que ce n'est pas parce qu'il y a une disparition des témoins que ça veut dire qu'automatiquement, il va y avoir une disparition de la transmission. On n'est pas là à se demander tous les jours s'il y a des témoins de la sortie d'Égypte ou des témoins de la Révolution française pour penser à sa transmission. Moi, je crois au contraire, c'est le pari qu'on fait en tout cas à l'UEJF, que les rescapés ne sont pas finalement des prophètes dont on devrait juste transmettre la parole sans la toucher du tout, mais la mémoire, à mon avis, nous appartient d'une certaine façon, et nous, on en fait des choses qui sont adaptées aux enjeux des universités, aux enjeux d'aujourd'hui, et c'est comme ça qu'on agit. Voilà, quand on amène des syndicats étudiants en Pologne à peu près à la même date qu'une opération qu'il y a entre Israël et le Hamas, avec une explosion de la haine antisémite sur les réseaux sociaux, oui, en effet, on transmet la mémoire, c'est extrêmement important, mais aussi on répond à cet enjeu de l'antisémitisme, on rend d'une certaine façon concret, palpable, les conséquences les pires de l'antisémitisme. Quand on se bat pour le dialogue des mémoires aux côtés de nos amis Tutsis et de nos amis arméniens, évidemment, on transmet ces histoires, c'est très important, mais on est aussi là dans la création de communs avec des gens qui sont différents de nous et on crée des ponts avec l'autre. Et ça, c'est aussi, à mon avis, un enjeu indispensable dans notre société. Je prendrai juste un exemple qui est sans doute l'exemple qui m'a le plus marqué. On était à Treblinka, dans un voyage de responsables associatifs de la Sorbonne. On est au milieu de Treblinka, on récite des témoignages de rescapés, comme on le fait à chaque fois. À la fin, on s'apprête à faire une minute de silence, et là, il y a une participante, la responsable de l'association des droits de l'homme de la Sorbonne, qui prend la parole sans y avoir été franchement invitée, et qui commence, sans rien dire, à lire le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et à dire « Je vais vous passer mon téléphone et j'aimerais que chacun lise un article de la Déclaration universelle des droits de l'homme. » J'avoue que sur le moment, mon premier réflexe, ça a été de me dire qu'il y avait une forme d'indécence. Comment on est à Treblinka, on vient de finir de réciter des témoignages de rescapés et on vient dire des choses qui ont finalement peu de rapport. Et finalement, a posteriori, je crois que c'est le moment le plus fort que j'ai vécu à Treblinka parce que j'ai vu tout d'un coup quelqu'un qui prenait ce lieu-là, qui prenait la mémoire pour elle, avec quelque chose qui lui parlait à elle, vu que c'est son quotidien de défendre les droits de l'homme, et ça lui parlait dans son combat. Et là, je me suis dit, voilà, ça sert à quelque chose, la mémoire rentre dans son logiciel, l'antisémitisme rentre dans son logiciel, et là, on a avancé. Donc voilà, moi je crois que la transmission sans témoin ne sera pas une absence de transmission, mais en tout cas, nous, on fait le pari à l'UEJF de dire que ce sera une transmission militante, actuelle, et qui répondra aux besoins de l'actualité, aux besoins qu'on a dans les universités. Je laisse le dernier mot à Guillaume Erner qui a brillamment introduit les podcasts ce matin pour dire quelques mots sur la voix des justes et le rôle de cette transmission. Il faut effectivement les écouter, ce sont de beaux podcasts. La voix, c'est beau aussi, c'est une manière de faire naître l'émotion rapidement. Le patrimoine, c'est beau aussi, puisqu'il y a 150 heures donc d'enregistrement. C'est important qu'il y ait des entités comme Radio France, comme France Culture qui conservent ces voix, et puis évidemment le comité français pour Yad Vashem qui a eu cette belle initiative, ce qui permet de populariser cela et probablement de faire connaître ce qu'ont fait les justes. Merci beaucoup, merci à chacun de vous.
Merci d'avoir pris le temps et d'avoir partagé votre vision. Je vais appeler sur scène les membres du comité français pour Yad Vashem qui ont travaillé depuis des mois d'arrache-pied pour que tout cela soit possible. Catherine Vieux-Charrier. Plus fort, plus fort. Corinne Meloul. Non, Corinne, il faut vraiment l'applaudir plus fort. David Adam. Muriel Ozevici. Marianne Mouly. Clémentine Silam. Et Charles Sarfati. Et David Stabols, le délégué général du comité français pour Yad Vashem. Ceux qui ont rendu possible ces podcasts: Valérie Delbecq, graphiste, Benjamin Grossman, compositeur, Judith Gordon, auteur, Ok. Les auteurs de ces podcasts: Johanna Zilberstein, Judith Rosenblum, Lucie Cocard, Lénora Krief. Ceux qui ont convaincu mail par mail et appel par appel toutes ces personnalités de participer à ces podcasts et de donner leur voix: les programmateurs Emmanuel Viraud et Christine Asmod. Et j'appelle celui qui a produit et dirigé l'ensemble de ces podcasts, le directeur et fondateur de Nouvelle Voix, David Gordon. David, est-ce que je peux te laisser peut-être dire quelques mots sur ces podcasts et l'ensemble de ce travail Avec plaisir. Bon, je ne vais pas être très long. Mais on avait quand même envie de vous expliquer que en 2 ans, on en a fait des choses. J'y croyais pas au début. Quand il y a 2 ans, presque jour pour jour, Corinne. Il y a presque 2 ans, on s'appelle, on se dit voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, et est-ce qu'on peut faire quelque chose avec tout ce corpus de sons incroyables. Et rapidement, cette idée de la voix des justes arrive. Rapidement, on trouve une harmonie avec cette équipe du comité français pour Yad Vashem, que je remercie profondément pour la confiance. On a fait ce projet dans la joie. On a fait ce projet de concert. Et même si les sujets étaient lourds, ils étaient durs, on l'a fait dans la bonne humeur. On l'a fait parce qu'on avait le sentiment de faire quelque chose d'important, qui nous obligeait à avoir les mots précis, à aller voir chacun des descendants, à aller voir chacun des justes. Et on a vécu des histoires incroyables parce qu'on a eu la chance d'aller chez des justes en France. On a pris des apéros aussi chez eux parce que bon, c'était agréable. Bon, mais on a découvert des moments incroyables. On a eu des frissons. On a eu l'occasion d'enregistrer des podcasts depuis Israël, depuis Montréal. Donc finalement, on a senti à travers ces enregistrements, et celles et ceux qui étaient parmi nous à ces enregistrements le savent, on a senti des émotions très très fortes à chacun de ces enregistrements. On a même dû parfois s'arrêter parce qu'on était trop ému pour poursuivre. Et à chaque fois, voilà, moi ce qui m'a frappé, parce que c'est un peu ta question, Noémie, ce qui m'a frappé, c'est que voilà, ces personnes, ils ont agi sans trop réfléchir. Elles ont eu un instinct de vie et pas un instinct de peur, alors que c'était un moment terrible. Et c'est ce qu'on a voulu faire dans ces podcasts. C'était donner un instant de vie pour cette génération qui vont nous écouter, pour leur dire voilà,
de ne pas parfois trop réfléchir et d'y aller, de foncer, parce que ça vaut quelque chose. Dans 80 ans, quand il y aura des podcasts sur cette période-là, est-ce qu'on sera des justes ou non, c'est un peu ce qu'on a voulu faire avec ces podcasts et cette équipe incroyable qui est devant vous, et merci infiniment pour tout ça. Merci à vous. Et juste un dernier mot. Vous êtes dans la salle, vous avez aussi une responsabilité, c'est que en deux clics, vous pouvez partager ces podcasts. Et c'est une caisse de résonance incroyable pour que toutes celles et ceux qui ne sont pas dans cette salle, il y en a quelques-uns, ils puissent les écouter, ça puisse parvenir à eux. Donc maintenant, on est tous dans le même bateau, vous partagez ça, ok? Merci beaucoup, David. Je vais appeler sur scène ceux dont finalement les noms sont cités depuis le début, les descendants des justes et des personnes sauvées qui ont participé à cette première série de podcasts. Alors j'appelle toutes les familles qui sont liées à la famille Cordier, Soubeyran, à nous rejoindre sur scène, parce que cette histoire, c'est votre histoire qu'on raconte. Aguadiche-Paulin, les familles Fontano, Rigaud, Plate-Pousseau, Launay, Palares, les familles Duc, et les familles Arjac-Doujas. Et comme l'a dit David, cette histoire est désormais une histoire commune qui sera pour toujours partagée au plus grand nombre. Je laisse David Stabols, délégué général du Comité français pour Yad Vashem, conclure. Merci beaucoup. Une des personnes qu'on n'a pas encore remerciée, c'est Noémie Madar, qui nous a aidés, qui nous a beaucoup aidé de manière bénévole à préparer ce plateau et puis à l'animer comme elle l'a fait ce soir. Merci beaucoup, Noémie. Je voudrais enfin, pour terminer, vous remercier, vous, le public qui êtes venu très nombreux ce soir et qui nous encourage à poursuivre nos efforts pour transmettre la mémoire. Ce soir, c'est les podcasts. Aujourd'hui même, en Israël, il y a une trentaine de professeurs de l'éducation nationale que nous avons envoyés en formation pour approfondir leur connaissance de la Shoah. Et tout ça, c'est possible grâce aux donateurs qui sont généreux avec le comité, qui reprend 80% de nos ressources. Et je voudrais vous rappeler que le 7 décembre, il y a le dîner de soutien annuel du comité qui se déroule à Paris, au Grand Hôtel Intercontinental, et on vous invite bien sûr à marquer votre soutien pour notre action quotidienne en faveur de la mémoire et de nous soutenir en venant à ce dîner. Donc je vous remercie tous pour votre présence ce soir, et je pense que dès demain, on va s'atteler à travailler sur une nouvelle série de podcasts, puisque, comme on le disait tout à l'heure, on a 70 justes enregistrés. Donc il va y avoir une saison 2, et
on est certain que Corinne, une fois de plus, brillera pour animer toute cette construction de podcast, et on espère vous retrouver tous l'année prochaine ici pour écouter et inaugurer ces nouveaux podcasts. Merci infiniment à tous.